Et une autre salve de remerciements pour toute l'équipe de Lire en Poche qui nous permet ce soir de recevoir un invité de marque. Et je vais laisser mon collègue Louis le présenter, lui qui est dans notre équipe depuis un an et qui a fait découvrir à tous les membres du Jean Eustache la littérature de Nicolas Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Nicolas Mathieu. Bonsoir. Vous êtes originaire de Nancy. Vous grandissez heureux dans une famille de la petite classe moyenne avec la certitude d'une ambition, devenir écrivain. L'esprit vif et brillant, vous montez à la capitale alors que Nancy et Paris se situent exactement, j'ai vérifié, à la même latitude, 48 degrés. Là, vous y faites l'expérience du transfuge de classe, de la confusion des appartenances. Votre œuvre, aux accents autobiographiques, décortique les conditions d'existence des habitants de cette France périphérique, exclue et déclassée. Peut-être celle trop longtemps ignorée qui laissa exploser sa colère avec le mouvement des Gilets jaunes dès novembre 2018. Une temporalité politique qui concorde avec la sortie de leurs enfants après eux, votre prix Goncourt. C'est un roman qui raconte l'adolescence et le passage à l'âge adulte d'Anthony, jeune homme d'une vallée perdue et désindustrialisée dans le nord-est de la France. Écrivain talentueux au regard d'ethnographe, vous y faites part des rêves, des peurs et des amours de ces jeunes gens, qui s'ennuient et s'agitent dans ces territoires où la nostalgie d'un passé ouvrier, glorieux et fantasmé ne laisse aucune place à la jeunesse qui désespérément ressemble à ses parents. Avant ça, Aux animaux la guerre, premier roman, un polar vosgien, dans la neige et l'effroi, un récit d'enlèvement sordide où vous faites surgir l'histoire honteuse de la France et l'absurdité d'un ordre économique néolibéral. Dernièrement, Rose Royale, court roman, où vous vous glissez dans la peau d'une femme entre deux âges, toujours chez vous à Nancy. Et hier, La Grande École, un album jeunesse pour papa divorcé. Oui, enfin, j'espère que le lectorat est un peu plus vaste, même si ça fait déjà du monde. Espérons. Une fois vos livres dévorés, on a pris plaisir à vous lire sur les réseaux sociaux où vous publiez régulièrement vos humeurs et vos colères. Vous y fustigez l'absurdité du monde politique, du gouvernement et des technocrates déconnectés. Mais vous allez me faire traiter de populiste avant la fin de la soirée, faites attention à ce que vous dites. Vous vous en débrouillerez. Mais vous y distillez aussi de l'amour, notamment avec votre hommage magistral et remarqué à Michel Piccoli et à travers lui à la France des années 70. On adore aussi, bien sûr, les phrases sages et attachantes que votre fils de 6 ans prophétise devant son assiette d'haricots verts, source d'influence d'un album jeunesse bouleversant. Vos écrits sont noirs, vos personnages parfois impuissants et étouffés du poids des déterminismes, mais la tendresse que vous insufflez, la lumière nostalgique que vous allumez et votre prose absolument visuelle nous accrochent, nous émeuvent et nous passionnent. Bienvenue. Merci. Alors après, il faut être à la hauteur de ce portrait, ça va être compliqué. Je vais faire de mon mieux. On va vous aider quand même. On va vous aider. On va commencer en parlant de vos livres qui sont marqués, à l'exception de Rose Royale et de La Grande École, par une pluralité de points de vue. Il faut dire que dans vos deux longs récits que sont Aux animaux la guerre et Leurs enfants après eux, on a une multitude de personnages, souvent un récit choral. Si vous étiez cinéaste, vous pourriez être un peu Robert Altman par certains moments. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous construisez ces récits aux angles multiples et pourtant convergents ? Alors bonsoir à tous. Alors là, vraiment c'est bien parce que c'est une manière de faire qui est complètement héritée de ma cinéphilie et des études de cinéma que j'ai faites. Moi j'ai une cinéphilie de vieux schnock. Je continue à penser que le cinéma a un rapport au réel, qu'il a témoigné du monde, que filmer c'est un acte parce que ça consiste à montrer et que du coup ça suppose une morale, que les points de vue ne sont pas anodins. Ouais, tout le monde connaît ça par cœur, sans doute, mais autant le rappeler, quoi. Il y a une grande partie de la cinéphilie française qui s'est construite sur cette idée-là, et à partir notamment d'un article de Rivette resté fameux qui s'appelait De l'abjection, et qui concernait le film de Pontecorvo, Capot, et dans lequel un personnage féminin à la fin finissait
sur les barbelés d'un camp de concentration. Et à ce moment-là, Pontecorvo, qui a fait aussi la bataille d'Alger, et qui est un cinéaste de gauche assez moral, etc., mais il faisait un petit mouvement de caméra, un petit travelling latéral pour recadrer le corps de cette femme morte dans son cadre. Et Rivette disait, un homme qui fait ça est un salaud. Parce que quand on montre quelque chose, c'est un acte et ça implique une morale. Et il en a résulté toute une morale du point de vue qui a été peut-être portée à son point d'incandescence maximale par quelqu'un pour qui j'avais une certaine vénération, qui est Serge Danet, qui est le centre de ça, pour retourner de sa théorie cinéphilique. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis posé les questions de morale, en fait. C'est-à-dire, bon, on commence un récit, il y a un personnage, on raconte les choses qui lui arrivent, et puis je peux donner un exemple, quoi, avec quand leurs enfants après eux. Au départ, j'étais parti pour parler des histoires d'Anthony. Anthony regarde Steph, avec un regard de garçon. Et je me suis dit, est-ce que je peux vraiment ne traiter Stéphanie qu'à travers le regard de ce garçon? Qu'est-ce qui, elle, la meut, et quel regard, elle porte sur le monde qui l'entoure, et sur ce garçon, et sur d'autres. Sortir du désir et de l'élan d'Anthony pour rentrer dans celui de Steph. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Jusqu'à parler de la mère, du père, etc. Ça devient foisonnant, mais à chaque fois, c'est parce qu'il y a cette question qui se pose de la morale du point de vue, et de se dire à quoi ça sert la littérature. Eh bien, ça nous donne cette possibilité, ça nous fait accéder à cette intelligence si particulière qui est l'empathie. C'est-à-dire qu'on est convié à se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre. Et que j'essaye de défendre mes personnages chacun à leur tour, quoi. On reviendra sur cette question du point de vue et de comment vous vous mettez dans la peau des personnages. Et on utilisera pour ça d'ailleurs quelques citations. On fera la lecture. En attendant, cette pluralité des points de vue que vous mettez en récit, elle implique de fait une simultanéité des événements et un rythme aussi particulier. Pardon. Donc je disais que ce qui était important aussi dans sa littérature et ce qui était inhérent à cette pluralité de points de vue, c'est la simultanéité des événements qu'il met en récit. Il y a aussi autre chose, c'est le rythme, la façon dont vous racontez ces événements, de quelle manière, et notamment ce qu'on retient, c'est 3 ellipses de 2 ans, une forme un peu en entonnoir dans leurs enfants après eux, sur une seule journée, puis sur pas beaucoup de temps en 4e partie. Et donc, comment vous faites pour faire cohabiter temps long et temps court avec autant de pluralité de points de vue et de personnages et d'événements? Vous pouvez me poser un peu une colle parce que en fait, moi je suis pas du tout, vous savez, il y a différents types d'écrivains. Il y a les planificateurs et puis il y a ceux qui avancent un peu à la va comme je te pousse, c'est un peu mon cas. Il y a ceux qui étoffent et puis ceux qui coupent, il y a ceux qui travaillent la nuit et puis ceux qui travaillent le matin, ceux qui sont en pyjama et ceux qui sont au bistrot. Enfin, il y a différentes manières d'être écrivain. Et moi je déroule mon récit dans le mouvement de l'écriture, donc il faut que je produise du texte. Donc au départ, je ne me pose pas des questions intellectuelles de cette nature sur la structure. Je déplie mon histoire. Et j'aime bien l'idée du pli, c'est-à-dire que si je ne le fais pas, je ne saurai jamais ce qu'il y a dedans, quoi. Et puis, au bout d'un moment, les personnages s'étoffent, prennent de la densité, les situations s'échelonnent le long de cette ligne narrative, et là, je recommence tout. Et là, je vais faire en sorte qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait un rythme, effectivement, que les choses se succèdent, avec aussi des astuces dramaturgiques, c'est-à-dire qu'on ait envie de lire ce qui va arriver derrière, avec un soin quand même très particulier sur les vides qui sont laissés, c'est-à-dire il faut des trous, comme le hors-champ au cinéma. Le récit, c'est une érotique, c'est-à-dire que c'est un rapport entre ce qui est montré et ce qui est caché toujours. Et c'est très important de laisser des vides. C'est poussé assez loin dans leurs enfants après eux, avec ces longues ellipses. Mais il y a plein d'autres exemples où en fait il y a des choses qui sont juste effleurées, alors que par ailleurs d'autres sont très approfondies. Donc ça, c'est des choix, des équilibres assez ténus, mais je ne peux pas le théoriser. Enfin, l'atelier du roman, là, il m'est difficile de vous le faire, parce qu'il y a une partie de tout ça qui est du bricolage, que je n'ai pas de théorie très approfondie là-dessus.
et que ça consiste quand même beaucoup à réécrire. Alors, il y a quand même des passages que vous avez peut-être découverts en dépliant, mais qui sont constitutifs des récits, notamment dans Aux animaux de la guerre. Le livre commence sur un flashback plus ou moins important dans la narration qui suit, et le livre s'inscrit dans un genre bien particulier qu'est le polar. Donc on parlait de Manchette tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez commencé par l'écriture d'un polar? Enfin, c'est pas forcément votre premier travail d'écriture, mais ce premier livre, pour nous, c'est un polar. Pourquoi? Et bien justement, parce que j'avais beaucoup écrit avant et que des trucs chiants, et que je voyais bien que ça prenait pas du tout. Ma mère elle-même peinait à être indulgente. Enfin, c'était lourd, quoi. Et donc, il y a un moment dans ma vie où j'ai commencé à lire Jean-Patrick Manchette, puis beaucoup de romans noirs, et puis notamment ses chroniques. Moi, je suis un peu incorrigible. Enfin, j'aime bien rentrer comme ça pour prendre les prises de conscience. Moi, je travaille pas comme ça de manière abstraite, mais mes prises de conscience passent souvent par des textes un peu abstraits ou critiques ou méta. Et donc, je lis ces chroniques et je me dis, c'est vrai que faire des romans populaires, romans de gare, c'est ça, hein, le roman noir et le polar au départ. Faire des intrigues que tout le monde peut suivre, mettre en route des trains dans lesquels tout le monde peut monter. Peut-être que ça m'éviterait de faire des pensums, quoi. Que ce serait quand même une bonne idée. Et puis, faire des romans noirs, c'était aussi prendre la littérature par une face qui était moins intimidante pour le fils de petite classe moyenne que j'étais, vosgien qui pisait. Et donc il y avait ça aussi, c'est-à-dire que c'était un genre décomplexant, voilà. Et puis il y avait une idée politique aussi derrière, c'était de faire des romans sur certaines catégories sociales et qui potentiellement leur soient accessibles. Moi, je fais vraiment un effort de transparence dans mon écriture. C'est-à-dire qu'il y a un vrai effort stylistique, mais j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Parce que politiquement, ça compte. Et que faire des choses trop... des textes qui, par leur recherche formelle, excluraient des lecteurs, ça me dérange politiquement. Voilà. Donc, je ne fais pas ça. Voilà. Donc, la recherche du polar... Le choix du noir, j'aime bien, il y a un vers de Victor Hugo comme ça, nous n'avons que le choix du noir, et vous disiez que j'avais une vision un peu sombre, moi c'est le sentiment que j'ai, c'est que notre condition elle est sombre, quoi, et que nous n'avons que le choix du noir. Mais dans ce noir-là, il y a beaucoup de vitalité qui peut passer, il y a des éclairs de chaleur, et il y a des coups de feu, il y a des coups de chaud. D'une certaine manière... quand vous cherchez à inclure un lectorat qui serait éloigné de la notion même de lectorat. Mon rêve, c'est que les classes populaires me lisent. Après, je me souviens d'un salon de polar et où une éditrice m'avait dit « Vous me faites marrer, vous les auteurs de polar, vous croyez que c'est des ouvriers qui vont vous lire, mais ça n'est jamais que des petits bourgeois qui vous lisent. » Donc c'est un lecteur fantasmé, ça. Se dire que... après, quand on regarde la sociologie du lectorat en général, on sait bien que c'est pas là que les gens lisent le plus, mais oui, c'est une sorte d'horizon aussi moral, ça. Et d'une certaine manière, vous parlez de sociologie. On se demandait si, dans votre manière de décrire de façon si réaliste cet environnement social-là, qui est celui de l'Est de la France, vous utilisez la sociologie, ou est-ce que cette dimension pourrait être une exigence ou une ambition dans votre écriture? Alors non. Moi, comme vous le disiez au départ, quand j'étais gamin, j'ai fait des études dans des bahuts privés, j'ai subi des humiliations sociales, je me sentais déclassé parfois à Paris, cauchemar, etc. J'étais le petit provincial qui arrivait. Et tout ça, je l'ai déconstruit plus tard en lisant un peu de sociologie, sans jamais devenir un expert. Et c'est ces lectures qui ont infléchi mon regard. C'est-à-dire qu'il faudrait voir, vous voyez, une ligne de regard, et par le poids des sciences sociales que j'ai pu lire, cette ligne-là, elle s'infléchit un peu et elle change ce que je vois. Je ne les vois plus de la même manière. Mais ça me semblerait assez terrifiant de vouloir décliner les apports des sciences sociales dans une démarche romanesque. Parce qu'alors, c'est le grand danger. C'est comme les gens qui ont des idées politiques et qui essayent de faire des romans qui les explicitent ou qui leur donnent cher. C'est qu'on fait des romans à thèse et c'est morné.
c'est mort tout de suite. Alors la sociologie m'a changé moi et le regard que j'ai sur les choses, mais je fais pas des romans sociologiques. Après, moi j'adore Georges Perec, et les choses, c'est quand même un roman sociologique, donc peut-être que j'en fais un peu malgré moi, mais j'essaie d'être très attentif à ne pas faire des textes qui soient idéologiques. Là d'où ça part, c'est toujours des personnages, des situations, des mondes que j'essaie de restituer précisément, mais sans avoir recours à des outils, comme vous disiez, de l'anthropologie ou de la sociologie. Alors, il y a des éditeurs en revanche qui jouent un peu sur votre proximité ou en tout cas sur votre description du réel, puisqu'il y a un ouvrage de sociologie qui s'appelle Ceux qui restent, dont la couverture est l'œuvre de la même photographe que la couverture de Leurs enfants après eux. Vous parlez de votre point de départ, de personnages, de mondes, et il y a des mondes que vous décrivez, vous êtes quand même ancré dans le réel, et en même temps un tout petit peu décalé. Si on prend Leurs enfants après eux, l'histoire se déroule dans une ville qui est la ville d'Eyange, qui est une ville qui n'existe pas tout à fait. En tout cas, c'est pas une ville réelle si vous cherchez Eyange sur la carte, et qui pourtant a tous les attributs d'une ville qu'on pourrait ou qu'on croirait connaître. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez créé cette situation, cette ville d'Eyange, cette géographie tout autour? Bon, déjà, ça part du premier roman qui, lui, se situe dans les Vosges et qui est très ancré, lui, dans une géographie réelle et où j'avais pas senti toute la liberté enfin, il y a des moments où j'avais été un peu serré aux entournures. Et puis les Vosgiens m'ont dit qu'est-ce que vous nous mettez encore dans votre bouquin après l'affaire Grégory, le petit Johnny qu'on a retrouvé dans son armoire, tout ça, ça suffit. Donc je m'étais dit il faut que je produise des géographies qui sont totalement localisables, tout le monde saura où c'est, mais en même temps où j'ai une liberté fictionnelle la plus large possible, un peu à l'imitation de ce qu'a fait Faulkner en fait, ou sur le comté qui est imprononçable qu'il a créé dans le Mississippi, je crois, on peut vraiment le situer sur une carte, mais il n'existe pas. Donc Eyange est né comme ça. Et puis, donc ça c'est l'idée. Et puis pour construire cette ville, j'ai hybridé des villes qui existent. Donc il y a un lac qui existe, mais plutôt dans les Vosges. Ça ressemble quand même un peu à Eyange, mais aussi à Longwy, etc. Et j'ai fait des... Et puis, ce qui est intéressant quand on commence à inventer des villes comme ça, c'est que ça devient des villes archétypes et que c'est toutes les villes moyennes d'un coup finalement. Il y a une ZUP, il y a un quartier pavillonnaire, il y a un quartier résidentiel, un peu plus loin il y a une ZAC, etc. Et ça devient toutes les villes de France. On aurait presque envie de vous dire ah oui, d'accord, oui, cette banlieue pavillonnaire qui se situe juste derrière le... Ouais, je vois très bien en fait. On prend à gauche et puis on y arrive. Venons-en maintenant plutôt... Délaissons un peu le territoire pour les gens qui l'occupent. Et voilà, quelque chose qui nous a marqué assez fortement dans votre description des milieux sociaux que vous mettez en récit, c'est leurs problèmes d'addiction et d'alcool, notamment avec force dans Rose Royale, mais aussi beaucoup dans Leurs enfants après eux, où on retrouve le personnage de Patrick Casati, qui est le père d'Anthony, le protagoniste principal du livre, et qui, à un moment du récit, décide d'arrêter de boire. Je vais vous lire un passage où Patrick, en fait, se rappelle de ses 20 années d'alcoolisme. Donc Patrick se réveillait d'un sommeil de 20 ans, pendant lequel il s'était rêvé des amitiés, des centres d'intérêt, des opinions politiques, toute une vie sociale, un sentiment de soi et de son autorité, des certitudes sur tout un tas de trucs, et puis des haines finalement. Or, il était juste bourré les 3/4 du temps, à jeun. Plus rien ne tenait, il fallait redécouvrir l'ensemble, la vie entière. Alors, comment fait-on pour retranscrire les addictions et la consommation d'un personnage, et surtout, comment en saisir toute la portée politique et sociale? Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai vraiment une vision quand même très... immanente de l'écriture, c'est-à-dire que je ne crois pas trop à l'inspiration, je ne pense pas à un souffle divin, c'est parce que c'est une besogne, il faut travailler, il faut produire du texte, il faut penser aux personnages, etc. Mais il y a des moments dans l'écriture quand même où on est pris dans des devenirs. Et que quand je raconte le corps d'Hélène, la mère d'Anthony, ou
ou l'appétit de Steph, ou les addictions, l'alcoolisme, le goût de la boisson du père, on est happé aussi par leurs préoccupations. Alors on a soi-même une petite expérience de ces vies-là. C'est-à-dire qu'on a des amis qui nous en ont parlé, on a soi-même eu trop bu pendant longtemps, sur Hélène, son rapport à son corps, à ses régimes, à ce qu'elle est en train de devenir, à son désir des hommes, les problèmes qu'elle a avec leur regard et l'appétit qu'elle en a en même temps, etc. Ben voilà, je discute avec des copines, c'est tout ça. Donc il n'y a pas de méthode, si vous voulez, c'est qu'il y a toujours des amorces dans la réalité et qu'on pousse par l'écriture. Et une fois qu'on est allé suffisamment loin, on réécrit jusqu'à ce que... Moi, ce que je recherche, on parle de réalisme, mais c'est encore autre chose, c'est la justesse. Je cherche l'impression d'adéquation maximale entre mon texte et le monde tel qu'on le vit. Et ce qui me fait jouir, c'est que quand vous le lisez, vous dites « Ah mais oui, c'est exactement ça ». Voilà, c'est ça que je cherche, des points d'accroche entre mon texte et le monde. Et tout ça, ça se crée par l'écriture. Voilà. Ça fait plusieurs fois qu'on évoque le point de vue de ces personnages. Là, vous parlez d'Hélène, qui est un de mes personnages préférés dans tous vos livres. Et donc c'est quand même le moment de peut-être donner ce coup de chaud à notre auditoire et pour que vous compreniez, si jamais vous n'avez pas lu, vous le ferez, j'en suis sûr, leurs enfants après eux, de quoi il en retourne quand on se place dans la tête d'Hélène, pas que dans sa tête. Non, je veux dire dans son corps en tant que machine. Hélène sent venir ce second souffle qu'elle attendait. Elle est à la piscine. La difficulté s'amenuise, laissant la place à un sentiment ample de délassement et de regain. Elle se dit qu'elle peut faire encore 1000 mètres sans problème. Ensuite, elle se sentira mince et ragaillardie. Il suffisait de surmonter ce moment ingrat où le corps renacle et l'esprit s'ingénie. À présent, tout va bien. Hélène a bientôt 40 ans. Il arrive encore qu'on dise la salope, mais c'est plus rare. Elle a de beaux restes et ne voit pas pourquoi elle devrait cacher ses jambes, son ventre ou bien son cul. Surtout, elle veut encore sa part d'amour. À cette pensée, elle sourit dans l'eau qui garde le secret de son appétit invariable pour les hommes. Parfois, quand elle est en voiture, il lui arrive de devoir s'arrêter en catastrophe sur le bord de la route pour se caresser et jouir très vite, tandis qu'un semi-remorque de 32 tonnes passe en trombe et secoue l'Opel cadette. Dans son ventre, tout est encore là, intact. Son besoin de main et de regard, et entre ses jambes, la possibilité d'un plaisir qui échappe au règlement intérieur du bureau, au code de la route, à son contrat de mariage et à la plupart des autres lois. On ne lui enlèvera pas ça. Magnifique extrait de leurs enfants. Alors, Hélène, elle ressemble beaucoup à d'autres de vos personnages. Elle ressemble à Rita aux Animaux la guerre. Elle ressemble un petit peu aussi à Rose, qui vous avez consacré un roman entier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore davantage comment vous avez abordé la construction, l'écriture de ces personnages féminins ? Déjà, ils naissent d'une inquiétude qui est de regarder les femmes que du point de vue des hommes. Et donc, je dois ressentir la nécessité d'investiguer ces questions-là de l'intérieur. Se dire que je ne peux pas, moi, après 1 million d'autres, écrire une histoire d'amour où tout est vu du point de vue masculin. Donc, il y a une curiosité, il y a encore une fois un enjeu un peu moral. Et puis, voilà, une envie de rendre justice aux personnages, donc de se couler dans leur peau. Et comment je construis des personnages féminins ? Je fréquente des filles, quoi. Je leur parle, je leur donne... Non, mais vraiment, en plus, c'est ça, quoi. Ce qui me dérangeait aussi beaucoup, c'est que dans beaucoup de bouquins, on a l'impression que le désir est uniquement à la charge des hommes. Et je suis presque sûr que les filles sont aussi acharnées que nous sur ces trucs-là, mais que ce n'est pas dit de la même manière et que ça a été moins dit. Voilà. Alors moi, ça a été très tôt une préoccupation. Il y avait ça chez Lydie, il y a ça chez Rita, il y a ça chez Hélène. Oui, alors Lydie, c'est une jeune adolescente dans mon premier roman. Rita, c'est une femme d'une 40aine d'années dans le premier roman. Hélène, c'est la mère d'Anthony, etc. Et de leur rendre justice. De leur rendre justice, et notamment en tant qu'actrice du désir dans un monde où il est presque toujours considéré
comme à la charge de l'homme, avec un truc un peu prédateur, quoi. Peut-être qu'on peut aborder la figure du personnage adolescent aussi, qui est au cœur de... Oui, voilà. Deux personnages en particulier sont échos. Donc il y a Anthony, qui est le personnage principal de Leurs enfants affreux. D'ailleurs, l'adolescence est l'épicentre de ce roman, on a l'impression. Et il y a aussi Jordan Locatelli dans Aux animaux la guerre, qui ressemble un peu à votre peut-être coup d'essai sur Anthony, qui certainement a inspiré la création du personnage d'Anthony. Et vous en faites la description peu glorieuse d'ados un peu crado, un peu râleurs, mal dans leur peau, et des ados à moto, parce qu'on est dans la France rurale et les deux roues sont évidemment très répandues, enfin, c'est leur seul moyen d'aller voir les copains, d'aller s'amuser. Et vous écrivez une phrase que j'aime beaucoup sur ça, sur cette adolescence motorisée qui est « Première, deuxième, troisième, le moteur de la 125 pétarada comme une tronçonneuse, répandant sa rage métallique à des kilomètres à la ronde. » Alors, pourquoi avoir placé cet âge charnière au cœur de vos grands récits ? Parce que j'avais un problème, moi, avec mon adolescence, j'imagine. C'est-à-dire que dans le premier bouquin, Aux animaux la guerre, les personnages de Lydie et de Jordan Locatelli, ils sont apparus en cours de récit sans avoir vraiment une nécessité narrative quelconque. C'était l'histoire d'une usine qui ferme, la dernière, dans une vallée. Et à partir du moment où elle ferme, il y a plein de gens qui se retrouvent désœuvrés. Et la violence sociale qui s'exerce sur eux devient alors de la violence tout court. Il n'y a pas besoin de personnages d'ados dans cette histoire-là. C'est une histoire d'hommes et de femmes. Et puis ils sont apparus parce que c'est pour ça c'est toujours compliqué de répondre à des pourquoi ou des comment, parce qu'il y a beaucoup de l'écriture qui se fait un peu malgré nous, qui se font dans le mouvement de l'écriture, justement. Et à la fin d'Aux animaux la guerre, il me taraudait ces personnages, et notamment le motif des amours unilatérales. Jordan aime Lydie, et il n'est pas payé de retour. Anthony aime Steph et il n'est pas payé de retour. Et cette manière d'aimer, c'est aussi le vecteur de désillusions qui vont faire d'eux des hommes, en fait, un peu comme dans l'éducation sentimentale. Donc c'est ça les sujets. Et mon souci à moi, le problème sans doute que j'avais à régler avec l'âge adolescent, je me sens encore aujourd'hui pas si loin, quoi, de ce que j'étais à 17 ans, en fait. C'est-à-dire que c'est un âge vraiment, même pas charnière, séminal, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe des choses là, il se mettent en place à cet âge-là des motifs, des manières d'aimer, de travailler, de vouloir, des rapports à sa famille, qui vont compter très 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 longtemps. Aimer à 15 ans, c'est pas rien, quoi. Et raconter ça, c'est raconter presque toute la vie qui s'ensuit. Moi, c'est des moments qui me hantent, quoi, qui me travaillent. Et puis alors, il y a la recherche de la vitesse, de l'ivresse. C'est aussi des moments d'extrême intensité. C'est-à-dire, on est tellement vivant à cet âge-là, et en même temps tellement coincé, contenu, jugulé, son corps qui marche pas, quoi, qui pousse de travers. Les parents qui vous font chier, l'école qui vous assigne à une place, alors que vous êtes une explosion d'énergie et d'hormones. On vous dit tu vas rester là 8 heures, et vont se succéder un prof de maths, un prof de bio, un prof d'anglais. Si on y pense un peu, c'est dément. Alors tout ça, moi, ça me passionne, ouais, et puis j'en ai un souvenir très très vif, et mes manières de ressentir les choses sont encore assez analogues à ce que c'était. Voilà. Je ne suis pas très assagi. Alors, je me permets un autre passage qui, à mon avis, est assez proche de ce que vous venez d'exprimer. Alors, on se retrouve dans la tête d'un autre personnage dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est Bruce, dans Aux animaux la guerre. Sa mère aimait bien ce genre de vieux trucs. Quand il était tout petit, peut-être même que Lydie n'était pas encore née, elle écoutait tout le temps la radio. On la trouvait toujours dans la cuisine en train de préparer des trucs, des odeurs de bœuf, haricots verts, de viande en sauce qui mijote, le bruit de la cocotte qui sifflait le mercredi matin quand il n'avait pas école, le jingle d'RTL. Sa mère chantonnait. Elle connaissait toutes les chansons, Sardou, Le Normand, Delpech. Son père aussi était là, enfin d'après ce qu'il se rappelait. Tous les soirs, après le goûter, il faisait ses devoirs sur la toile cirée. Quand il avait fini, il avait droit à son œuf Kinder.
Son grand-père rouspétait. Il ne fallait pas lui donner ce genre de cochonnerie juste avant le dîner. À l'intérieur, il y avait la surprise, souvent des trucs de merde. Le monde d'avant se poursuivait quelque part en lui, avec ses rituels. L'odeur des bottes en caoutchouc, les marrons dans la cour, la hotte aspirante, la buée sur les fenêtres avant le déjeuner, le pyjama avec une étoile de shérif sur la poitrine. On sent quand même dans vos romans souvent une certaine nostalgie, et une certaine nostalgie de l'enfance, qu'on retrouve pleinement dans l'album que vous venez d'écrire, qui vient de sortir hier, La Grande École. Alors est-ce que c'est vraiment de la nostalgie, ou alors parfois est-ce que c'est pas plutôt la sensation d'être passé à côté? Alors il faudrait se mettre d'accord sur les définitions, parce que j'ai toujours un problème avec la nostalgie, enfin le terme nostalgie, parce que j'ai l'impression qu'il est chargé d'une idée qui serait « c'était mieux avant », de paradis perdu. Et je ne crois pas que ce soit ça. En fait, quand je fixe ces impressions-là, et j'ai senti des frémissements dans l'auditoire, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui sont partagés, en fait, de ces impressions-là. Elles ont un caractère un peu universel, quand même. C'est des agencements de perception qui font nos souvenirs, quoi. Et quand on fixe ça, je trouve que ça permet de mesurer très précisément le passage du temps. C'est-à-dire l'idée que ça a été. Et ça m'inspire non pas de la nostalgie, et puis, mais de la mélancolie, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tristesse assez douce, et c'est à la fois un peu acide et délectable, comme un bonbon acidulé. C'est ça la mélancolie. Et c'est parce que c'est se dire, ça a été, ça ne sera jamais plus, mais le fait de le fixer et de pouvoir le restituer comme ça donne l'épaisseur du temps. Et c'est une manière de vivre l'existence qui me semble être la bonne, en fait, de pouvoir considérer ces choses-là. Et puis, est-ce qu'on passe à côté de son enfance? Oui, parce qu'en fait, au moment où on la vit, comme tous les moments de bonheur, on ignore en fait que c'est fugitif. Il faudrait pouvoir, au moment où ça se passe, se dire retiens ça, quoi. Alors, il y a quand même les livres, les peintures, les films qui nous aident à nuire à la mort, à fixer. Oui. Alors là, surtout le cinéma, quoi, puisque ça capture du temps. La littérature un peu moins facilement, mais oui, de faire pièce au temps qui passe, de nuire à la mort, de donner un caractère un peu plus tangible à des choses qui sont extrêmement fugitives et qui sont l'or de nos vies, quoi. J'ai peur que si on part sur le cinéma, on vous perde à jamais sur le reste. Alors, juste un mot pour un petit conseil d'auditeur, mais sachez que Nicolas Mathieu a aussi lu une histoire qu'il avait probablement écrite, qui s'appelle non, pas le grand secret, le secret des parents. Voilà. C'est à écouter avec vos enfants ou vos petits-enfants. C'est podcast France Inter, au lit, qui parle exactement de ces idées qu'on vient d'évoquer. Alors, quand on parle de nostalgie, on évoque un peu les remords, les regrets, et il y a des personnages dans vos livres qui ont d'autres raisons de s'en vouloir ou qui ont imaginé leur vie d'une autre manière, et c'est très présent dans leurs enfants après eux. C'est la famille Dassine, dont on n'a pas parlé non plus, qui est un peu le pendant d'Anthony. C'est lui qui habite dans cette tour, qui vit avec son papa. Et ce qui est intéressant, c'est il y a deux regards, deux générations différentes qui s'opposent sur l'idée de l'immigration, l'intégration ratée parfois. Donc je vais laisser le soin à Louis de donner le regard d'Assine sur ce père qui est arrivé en France et n'est plus reparti. Et puis ces pères qui avaient voulu fuir la pauvreté, qu'avaient-ils réalisé en somme? Ils possédaient tous une télé couleur, une voiture, ils avaient trouvé un logement et leurs enfants étaient allés à l'école. Pourtant, malgré ces objets, ces satisfactions et ces accomplissements, personne n'aurait pensé à dire qu'ils avaient réussi. Aucun confort ne semblait pouvoir effacer leur indigence première. À quoi cela tenait-il? Aux vexations professionnelles? Aux basses besognes? Au confinement? À ce mot d'immigré qui les résumait partout? Ou bien à leur sort d'apatride qu'ils ne s'avouaient pas? Car ces pères restaient suspendus entre deux langues, deux rives, mal payés, peu considérés, déracinés, sans héritage à transmettre. Leurs fils en concevaient un incurable dépit. Dès lors, pour eux, bien bosser à l'école
Réussir, faire carrière, jouer le jeu devenait presque impossible. Dans ce pays qui traitait leur famille comme un fait de société, le moindre mouvement de bonne volonté ressemblait à un fait de collaboration. Il faut lire un peu la suite parce que... Ah oui. Vas-y. Parce que c'est une manière de dire cette situation qui est tempérée par le paragraphe suivant. Cela dit, Hassine avait aussi plein d'anciens copains de classe qui se trouvaient en BTS, faisaient une fac de sociaux, de la mécanique, tech de co ou même médecine. Finalement, il était difficile de faire la part des circonstances, des paresses personnelles et de l'oppression générale. Pour sa part, il était tenté de privilégier les explications qui le dédouanaient et justifier les libertés qu'il prenait avec la loi. Ah ouais, ça change tout. Pas vraiment, pas tant que ça, puisqu'il y a quand même, par rapport au point de vue d'Hassine, mais en tout cas sur leur situation à lui et son père, qui est quand même un des trucs les plus tristes du livre. C'est la sensation que j'ai eue. Peut-être que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez abordé ces autres personnages en fait, qui viennent. C'est un peu le double d'Anthony, une autre facette, et c'est un peu comme une autre facette de la France dont on parle assez peu, et vous, que vous abordez de front. Oui. Alors, c'était pas prévu au départ. Et c'est encore une fois, je me répète, mais bon, voilà, c'est ma manière de faire. C'est que Anthony et Steph se retrouvent dans une soirée, et il y a Hassine et un pote qui arrivent, et qui foutent le dawa, quoi. Et ils s'incrustent, voilà. Et on les voit vraiment de l'extérieur, comme un élément perturbateur, et comme une menace sourde. Et je me suis dit, je ne peux pas les traiter que comme ça. Eux-mêmes, ils sont arrivés là. Mais vraiment, au début, c'était juste pour mettre un terme à la fête. Vous voyez, je suis un piètre planificateur, je ne l'avais pas envisagé. Et puis, je me suis dit, si je traite Steph, Anthony, je ne peux pas faire l'impasse sur ce personnage-là. Et alors là, c'est devenu un peu compliqué parce que c'est le type de personnage qui était le plus éloigné de moi dans toute cette galaxie. Alors... j'avais des copains qui avaient ce genre de parcours quand même. Mais là, j'ai commencé à lire des livres aussi sur construction de la masculinité dans les quartiers, les parcours aussi. Vous savez, ça fait 30 ans, oui, qu'il y a des problèmes avec les jeunes dans les quartiers. Mais les premiers jeunes, ils ne le sont plus aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'était ça aussi le parcours d'Hassine qui était intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Comme tout le monde, il se trouve une meuf à boulot et il s'y fait des gosses, quoi. Il y avait tout ça qui m'intéressait chez Hassine. Et puis le rapport, il y a toujours un bruit de fond dans mes bouquins, parce que moi je l'ai entendu toute mon enfance, c'est le racisme. C'est-à-dire que le père d'Anthony, il est raciste. Mais il y en a quand même des biens. Et c'était ceux avec lesquels il bossait à l'usine, ce qui est le cas du père de Hassine. Et tout ça, je voulais aussi le rendre, parce que le racisme, c'est une matière compliquée, parce que c'est parfois le fait de très braves types. Je ne suis pas en train de justifier le racisme du tout, c'est pas la question. Mais que ça s'exprime et ça produit un bruit de fond qui n'est pas vraiment idéologique en fait, qui n'est pas un projet politique avec un horizon partagé. C'est un rapport difficile à de l'autre, mais en même temps qui n'interdit pas des exceptions. Donc le père d'Hassine et le père d'Anthony, qui quand même quand ils se voient à cet enterrement, se reconnaissent et éprouvent du plaisir. Même Hassine et Anthony, au moment de la Coupe du Monde, là où il n'y a plus de problème du tout en France, même eux sont copains, quoi. Donc c'est ces rapports-là qui sont toujours finalement très ambivalents et comment dire, qui sont une matière ductile, quoi, qui ne cesse pas de changer tout le temps, que je voulais montrer aussi. Enfin, que je voulais montrer. C'est l'impression que j'ai quand je vois le monde tel qu'il est. Je rebondis sur la Coupe du Monde, c'est en ça que c'est intéressant. Tout le monde parle de la France Black Bamber et vous en faites un commentaire, on montre bien que c'est un moment, c'est très court. Et au final, Anthony ne se retient pas, je ne peux pas dévoiler. Mais... Oui, alors là c'est marrant, mais alors ça c'est vraiment c'est le côté flaubertien, moi que j'aime bien, c'est-à-dire faire des grandes scènes, donc une Coupe du Monde, demi-finale, toute la ville en liesse, et puis on plombe le truc avec un adverbe. À la fin d'une phrase, c'est marqué temporairement.
C'est-à-dire, on dit, même le Front National avait tiré le rideau de sa permanence, virgule, temporairement. Et ça, c'est ces petites ironies, ironie qui est toujours un instrument lucide hein, chez Flaubert, que j'aime bien employer, après un travail à fresque, une impression d'enthousiasme très large et oui, de liesse, clac, un mot qui flingue l'ensemble. Ouais, on n'avait pas mesuré, je crois, l'influence, quand vous parlez de l'éducation sentimentale. Effectivement, c'est des thèmes qui traversent le livre avec les différentes révolutions auxquelles assiste Flaubert. Et il y a, nous, on a plus imaginé une scène de cinéma à laquelle on a pensé en lisant Leurs enfants un peu plus tard. C'est celle de Nashville. Donc, tu veux peut-être parler. Nashville de Robert Altman, peut-être vous souvenez-vous de la scène finale de ce film? Mais je me souviens pas de la scène finale. À la fin du film, comme dans tout film choral, ou quasiment, les personnages sont réunis. Il s'agit d'un concert où chante la grande star Barbara Jean et un individu dans le public tire sur les gens sur scène. Là, le chaos est total, le public commence à s'enfuir et un personnage qui est le chanteur vedette de Nashville à ce moment-là monte sur scène alors qu'il est blessé et touché au ventre d'une balle et crie à tout le monde « Il faut chanter, que quelqu'un chante, que quelqu'un chante, que quelqu'un chante ». Et là, quelqu'un ramasse le micro et cette personne est une jeune fille qui veut devenir chanteuse mais à qui personne ne laisse sa chance parce qu'elle est un peu gênante, elle veut toujours s'immiscer dans les coulisses, elle n'est pas très jolie. Elle prend le micro et elle met tout le monde d'accord. Elle chante très très bien et le chœur gospel avec elle la suit. Et au final, la fête recommence. Et ce que montre Altman dans cette scène-là, c'est quasi uniquement le public. C'est filmé, on a l'impression que c'est un documentaire d'un grand rassemblement. Et il ne filme quasiment que les enfants, sur les épaules des parents, leur sourire ou même leur inattention. Leurs enfants après eux. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, et je pense que peut-être Altman a ça derrière la tête, c'est que lui, il fait une chose, il n'y a pas de traduction possible en français, mais il fait de l'entertainment. Et l'entertainment, c'est quoi? C'est tenir les gens ensemble. Et aux États-Unis, ça signifie à la fois le spectacle et puis tenir ensemble. Et là, on voit bien qu'il y a cette dimension-là dans cette scène que vous racontez. Moi, la scène du 14 juillet, elle est plus calquée. Alors, qui n'est pas le 14 juillet 1998. Quand on évoque la scène du 14 juillet, c'est oui. 96. C'est pas... Ça ressemble davantage aux comices agricoles avec des différents niveaux de langage qui s'affrontent selon qu'on soit sur l'estrade et qu'on déplie le chapelet des expressions toutes faites de la politique habituelle, vivre ensemble, machin. Demain sera meilleur, et puis il y a quelqu'un dans la foule qui crie à poil. Et voilà, c'est des machins comme ça qui sont amusants. Alors, dans vos livres, outre l'influence du cinéma dont vous nous avez brièvement parlé, d'ailleurs, message au caméraman, surtout ne faites pas de travelling ce soir, vous allez avoir des problèmes. Ah si, parce qu'il y a des travelling moraux qui font sens. Le problème du travelling de Capot, c'est qu'il ne respecte pas la mort de son protagoniste, puisqu'il préfère esthétiser ce corps que de le laisser tel qu'il est. Donc, c'est du même ordre que, vous savez, quand dans un talk show ou une émission de débat à la télé, quelqu'un se met à pleurer et qu'on zoome. C'est dégueulasse de faire ça. On va lui voler son émotion. Pourquoi? Pour affecter le spectateur et qu'il reste. Voilà, là il y a un problème de moral de la monstration. C'est bien étudié. Vos personnages aussi, vous les faites parler de cinéma. D'ailleurs, il n'y a pas uniquement un jeu de référence, il y a aussi une influence sur votre écriture dont on vient de parler, et les personnages s'emparent de certaines scènes. Donc là, je suis dans Aux animaux la guerre. Je ne vous raconte pas ce qui se passe parce que là, ce serait vraiment tout dévoilé, mais vous allez comprendre. Ce qui l'emportait sur tout le reste, en fait, c'était le dégoût. En regardant ce gros con aller et venir comme ça chez elle, elle éprouvait plus ou moins le même genre d'impression que Steve McQueen dans Papillon, quand il se retrouve coincé sur l'île aux lépreux. Le chef des lépreux disait «
De temps en temps, on fait venir des prostituées lépreuses. Un dégoût inimaginable. Et ne croyez pas que je lis des extraits uniquement pour pouvoir dire des gros mots et avoir le droit. Et moi, c'est un traumatisme d'enfance, hein, cette histoire de prostituées lépreuses. Je me souviens d'avoir vu ça à 12 ans, c'était terrifiant, quoi. Parce que justement, ils ne les montraient pas, donc c'était laissé à l'imagination, quoi. Qu'est-ce que ça peut être? Mais est-ce que vous construisez vos personnages avec Enfin, vous les faites parler de cinéma, vous avez Comment vous articulez en fait cette influence du cinéma, à la fois sur votre écriture et dans la construction des personnages? Est-ce qu'il y en a qui répondent à des personnages de fiction déjà existants? Alors par exemple, Martel, mais c'est pas des personnages de fiction vraiment, c'est plutôt des silhouettes. Martel, tout le long, j'ai pensé à Nick Nolte, c'est-à-dire un grand corps comme ça, avec les bras trop longs, un peu chimpanzé. Bruce, non, mais par exemple, Rose, dans Rose Royale, elle est née vraiment d'un photogramme de cinéma, c'est-à-dire que c'est Gina Roland dans Gloria. C'est-à-dire c'est une femme qui est une secrétaire, qui a un job, et puis un jour, elle a son tailleur et ses escarpins, mais elle pointe un revolver devant elle. Vous voyez l'image dont je parle? Alors moi, le Rose Royale, c'est né de plusieurs envies comme ça, mais il y en avait une, je m'étais dit, je vais faire en Gina Roland dans ce rôle-là, et puis elle rencontre Sam Shepard au Royal, le rat d'en bas de chez moi. Ça avait de la gueule, quoi, comme projet, comme point de départ. Mais ça n'a pas besoin d'être explicité, si vous voulez. Mais moi, ça me donne des repères, mais je me dis pas, je fais pas des listes de films que pourraient aimer les personnages, par exemple. Je fais jamais des trucs comme ça. Et puis il y a des films qui donnent envie de fiction. C'est-à-dire que je me souviens de la première séquence de Mud, qui est passée avant ou qui va passer après, qui va passer. Donc ces deux gamins, c'est très Huckleberry Finn, hein, ces deux gamins sur le bord du Mississippi, qui à l'aube volent une barque pour aller sur une île. On leur a dit que sur cette île, à la suite d'une tempête, il y a un bateau qui était coincé dans un arbre. C'est magique, quoi. On a tout là, tout de suite. Et je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'étais allongé sur mon canapé, j'ai regardé ça sur un ordinateur, et on voit le soleil qui se lève, ils ont le vent en pleine face, ils vont vite sur le Mississippi, et ils sont tellement jeunes. Et c'était là, c'est un terme après qui m'est revenu dans le roman, ils sont jeunes à crever. Je me suis dit, mais il faudrait raconter ça, ce que c'est cette rage-là. Et dans Mud, il y a aussi la moto, il y a plein de motifs comme ça qui se jouent là-dedans. Mais alors voilà, il y a, dans leurs enfants, il y a un peu de Flaubert, il y a un peu de Mud, il y a beaucoup de Springsteen aussi. Enfin voilà, on fait feu de tout bois. Les premières scènes sont similaires d'ailleurs. Oui. Le vol d'un bateau. Oui, ça y ressemble beaucoup, absolument. Ouais. Je sais pas jusqu'à quel point c'est conscient quand je le fais. Puis je veux pas me défendre parce que je me souviens plus en fait. Mais il y avait ça, quoi. Et puis la première scène, la première phrase, c'est une image. Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui. C'est même une double image parce qu'on le voit et on sait que lui regarde. On était prévenus, c'est du cinéma. Donc on vient de parler de Mud, peut-être que vous pouvez dire deux mots sur La Balade sauvage que les spectateurs et les spectatrices viennent de regarder. Et je crois que Terrence Malick a été important peut-être pendant vos études. Oui, alors moi j'ai été vraiment particulièrement nul au lycée. J'aimais pas aller à l'école, j'aimais pas le groupe classe. Et puis les filles voulaient jamais rien savoir, c'était chiant. Et en arrivant à l'université, j'ai fait des études d'histoire qui me plaisaient bien, mais qui étaient quand même laborieux. J'ai pas une très bonne mémoire, donc ça me coûtait à chaque fois les révisions. J'avais plein de potes qui étaient aux Beaux-Arts à l'époque et qui eux voyaient des films toute la journée, ils en prenaient pas une, c'était super, quoi. Et il y a eu un cap dans ma vie, c'est-à-dire qu'une année, je sais pas, c'est 98 peut-être, sortent au cinéma La Ligne Rouge et L'Humanité de Bruno Dumont, donc La Ligne Rouge de Terrence Malick. Et ces deux films, moi, qui m'ont vraiment scotché et qui m'ont fait abandonner des études d'histoire pour faire des études de cinéma. Ça a été vraiment des commotions. Et par la suite, j'ai fait un mémoire sur l'œuvre de Terrence Malick. Il n'avait que 3 films, il avait disparu pendant 20 ans. Donc il n'y avait rien, il n'y avait pas eu de monographie qui était faite. C'est très rare quand on est étudiant en cinéma de pouvoir faire une monographie sur un auteur, parce que tout a été fait en fait. Donc j'ai travaillé là-dessus et sur
comment il fait de la philosophie au cinéma notamment. Et Badlands, aujourd'hui, ce qui me plaît là-dedans, c'est aussi ce qui me plaît chez Larry Brown ou chez Lansdale, c'est l'Americana. C'est difficile à traduire, l'Americana. C'est une petite musique qui nous parle du fin fond de l'Amérique. Et il y a ça dans ce film, très très fort, avec un film d'ailleurs qui reprend des icônes du cinéma. Donc on voit là comment il y a une porosité entre la fiction et le réel sans cesse. Parce qu'il se prend pour James Dean, le personnage, assez clairement. Et puis c'est un truc que moi j'aime beaucoup, c'est un film de fuite et un road movie, quoi. Donc il y a ça. Et puis la tendresse qu'il a pour des personnages qui sont un peu idiots aussi. Ça, je trouve ça formidable comme truc. On n'a pas besoin d'admirer ces personnages, on peut rendre justice à des gens qui sont peu de choses, quoi. Il y a un autre lien que vous avez avec le cinéma. Je dis, on n'a pas besoin d'aimer ces personnages. Si, on a très besoin de les aimer. On n'a pas besoin de les approuver moralement ou de les admirer. Oui. Vous aimez vos personnages. Ne vous inquiétez pas, je crois que c'est clair. Vous utilisez le cinéma et en même temps, vous avez une écriture si visuelle, si découpée, avec une attention particulière à l'éclairage des scènes, etc. Tout est extrêmement détaillé. Ce qui fait, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais de vos romans, des œuvres susceptibles d'être adaptées, en l'occurrence. Je crois que les droits de leurs enfants après eux ont été achetés. Je ne sais pas qui pourrait nous le dire, peut-être, si jamais il y a déjà un projet. Oui, mais je ne sais pas où c'est compliqué parce que je ne sais pas où ça en est en fait. Ah. C'est une maison qui s'appelle Shifumi. D'accord. On attend le film, on vous réinvitera pour le présenter. Et en revanche, Aux Animaux la guerre a déjà été adapté pour la télévision, pour France Télévisions, oui. En série. Alors, je sais que vous avez participé un petit peu à l'écriture. Ah bah pas un petit peu, ça m'a pris un an. Vous avez scénarisé votre livre en série, vous parlez de cette expérience. Ben alors ça c'est marrant parce que c'est justement là où j'ai compris à quel point j'étais hanté par les personnages des ados. C'est que bon, j'avais commencé à écrire Leurs enfants après eux, et puis j'arrête et on fait l'adaptation avec Alain Tasma, qui s'était passionné pour le livre et qui avait décidé d'en faire une série télé. Et donc on commence par écrire les arches narratives de chaque personnage, c'est-à-dire chaque personnage, enfin les principaux, donc Rita, Martel, les ados, du début à la fin de la série, 6 épisodes, tout ce qui va leur arriver. Puis après on découpe ça et puis on fait se croiser les flux, quoi, c'est narratif. Et alors pour chaque personnage j'avais 20 pages et pour les ados j'en avais 60. Donc il m'a dit t'es bien gentil, mais en fait ton bouquin sur les ados tu le feras plus tard, mais c'est pour dire que c'était très prenant pour moi ces sujets-là. Alors l'adaptation. J'avais déjà adapté une nouvelle. Et la première chose qu'il faut faire, je pense, quand on adapte un de ces textes soi-même, c'est de faire le deuil de son texte, justement. C'est-à-dire que ça va devenir une autre œuvre, et que ce sera l'œuvre du réalisateur. Si on intervient comme le garde-chiourne de l'identité entre les deux objets, le texte et le film, on va morfler tout le long, on va être dans le conflit avec. Ça va devenir autre chose, c'est forcé. C'est plus dur d'écrire un scénario. Parce qu'on peut pas être dans la tête des personnages, on peut pas digresser. Il faut que tout soit situation. Si vous ouvrez un réfrigérateur dans un livre et que vous oubliez de le refermer, c'est pas très grave. Si vous laissez un réfrigérateur dans le fond du plan, vous voyez plus que ça. En tout cas, ma mère, ça l'obsède, les gens qui ferment pas les portes au cinéma. Donc on voit que c'est pas, il y a une exigence, c'est l'exigence de réel qui est pas la même, quoi. Donc ça devient autre chose, c'est une autre manière de bosser. Il faut vraiment raisonner en situation. Et puis c'est un travail quand même beaucoup plus collectif. C'est-à-dire qu'en général, ça s'écrit pas tout seul. En général, un scénario, c'est un jeu de ping-pong avec des gens qui sont meilleurs pour les dialogues, d'autres pour la structure, d'autres pour les ambiances et tout ça. Et puis c'est une industrie, le cinéma. Ça veut dire qu'il y a des donneurs d'ordre et puis qu'il faut rendre sa copie régulièrement, puis ils vont dire bah non, ça c'est nul, ça c'est bien, là les gens vont pas comprendre. C'est un motif récurrent, enfin nous on a eu plutôt de la chance là-dessus. Donc c'est une
formes d'écriture très différentes et qui ressembleraient à la fin plutôt à un cahier des charges pour des techniciens qu'à une œuvre littéraire en fait. Pour finir sur la cinématographie, il y a quelque chose qui est très important dans le côté cinégénique de vos romans, c'est bien sûr la bande-son. Une bande-son où on écoute de tout. On écoute Girl from Ipanema, on écoute Scorpion, on écoute les RFM Night Fever des soirs de week-end. Et puis partout, donc forcément au bal du 14 juillet, chez soi, en voiture, beaucoup. Et donc on aimerait savoir comment vous traitez la musique dans votre œuvre. Est-ce que vous la traitez comme un personnage peut-être, ou quel rapport particulier entretenez-vous avec elle? Ce serait beaucoup dire comme un personnage, mais elle a plein de fonctions. Déjà, moi je considère qu'il y a une grande part du boulot qui est fait par le lecteur, et qu'en glissant ici ou là des morceaux qui sont universellement partagés, j'appuie sur des boutons dans sa tête et je convoque des humeurs, des climats, des souvenirs. I Will Survive, ça convoque dans la tête de chacun ici des souvenirs qui sont précis et dont je peux user, moi, mais en creux. J'ai pas besoin d'insister, ce sera là. Voilà. Quand Bruce erre la nuit sous coke en écoutant Dépêche Mode, là aussi c'est un type de climat qu'on pourrait dire presque mannien, comme Michael Mann, quoi, quelque chose de glacé et de métallique. Donc il y a ça. Ensuite il y a l'idée que tout est signe. Les voitures qu'on conduit, les cigarettes qu'on fume, la musique qu'on écoute, la radio. Moi je viens du roman noir où c'est très très présent ces choses-là. C'est-à-dire que les objets, les modes de consommation, les goûts culturels composent les gens. C'est pas le même monde selon qu'on écoute RFM ou France Q ou RTL par exemple, pour faire très très vite. Alors on pourra m'opposer plein de contre-exemples, ok, mais en général c'est quand même un peu comme ça que ça marche. Et puis de manière peut-être plus subliminale, parfois les textes des chansons disent quelque chose de ce qui se passe dans l'action. Voilà. Et puis enfin, il y a et c'est particulièrement flagrant, je pense, avec le moment où ils écoutent il y a le slow sur Eros Ramazzotti pendant le 14 juillet. Je pense qu'on peut éprouver des choses très profondes et très graves sur des chansonnettes. Et qu'il y a une grandeur de ces chansons minuscules comme il y a une grandeur des vies minuscules. Et que c'est une démarche qui est la même pour montrer ce qu'il y a de beau dans leur existence et ce qu'il y a de profond dans ces chansons-là. J'ai vu récemment le film Guy de Alex Lutz, qui je trouve réussit bien ça, à montrer la profondeur, les couches de temps, le sentiment de notre vie ça a été ça. Est-ce que ça a été suffisant, quoi. Et qui passe dans une chanson. Tous ici on a des souvenirs de nuits estivales, de slow ou de balades sur le port, avec la musique qu'on écoutait cet été-là. Et même si c'est médiocre au point de vue musical, toujours elles auront une grandeur particulière par rapport aux sentiments auxquels elles sont associées en nous. Vous écrivez dans la scène du slow, vous l'écrivez clairement, j'ai plus la phrase en tête, mais tous conscients de l'instant grave, que l'instant qu'ils vivent est grave, en effet. Et en même temps, il y a une scène aussi dans Aux Animaux la guerre où Jordan est dans un bar et il reconnaît toutes les musiques qui sont diffusées. Et alors que c'est un personnage qui est un peu renfermé, mal dans sa peau, en fait ça prouve aussi d'une certaine manière qu'il s'intéresse à beaucoup de choses et que c'est un garçon qui a une culture et qui est curieux, parce qu'il sait, il reconnaît tous les groupes et vous les listez, tout ce qui passe. Ça, je m'en souviens pas, mais je vous fais confiance. Alors, dans Leurs enfants après eux, la musique, elle est mise en exergue, puisqu'elle sert citation, enfin des titres de morceaux servent de titres aux parties, différentes parties. Alors moi, je me souviens plus exactement quels sont les... Ça commence avec Smell Like Teen Spirit. You Could Be Mine. Voilà. Ensuite, La Fièvre. I Will Survive. On est rodés, hein. Pas mal. Alors, on vous a écouté lire un petit peu un passage de votre livre, c'était particulièrement agréable. Avec Louis, il y a un passage qu'on adore dans Leurs enfants après eux,
qui est celui où vous évoquez Smell Like Teen Spirit, et comme un fait de société, comme un marqueur générationnel. Est-ce que vous pouvez nous le lire ? Est-ce que vous le retrouvez les yeux fermés? Page 51. C'était ce truc qui passait en boucle sur M6. En général, ça donnait envie de casser une guitare ou de foutre le feu à son bahut. Mais là, au contraire, chacun se recueillit. C'était presque encore neuf. Un titre qui venait d'une ville américaine érouillée pareille, une ville de merde perdue très loin là-bas, où des petits blancs crades buvaient des bières bon marché dans leurs chemises à carreaux. Et cette chanson, comme un virus, se répandait partout où il existait des fils de prolos mal fichus, des ados véreux, des rebuts de la crise, des filles mères, des releleux en mob, des fumeurs de shit et des élèves de SECPA. À Berlin, un mur était tombé et la paix déjà s'annonçait comme un épouvantable rouleau compresseur. Dans chaque ville que portait ce monde désindustrialisé et univoque, dans chaque bled déchu, des mômes sans rêve écoutaient maintenant ce groupe de Seattle qui s'appelait Nirvana. Ils se laissaient pousser les cheveux et tâchaient de transformer leur vague à l'âme en colère, leur déprime en décibels. Le paradis était perdu pour de bon, la révolution n'aurait pas lieu, il ne restait plus qu'à faire du bruit. Anthony suivait le rythme avec sa tête, ils étaient 30 comme lui, il y eut un frisson vers la fin et puis ce fut tout, chacun pouvait rentrer chez soi. J'espère qu'on a bien enregistré ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais je fais la promo de plein de stations de radio, plein de podcasts ce soir, mais sachez que la Maison de la Poésie à Paris a enregistré une lecture de vos textes avec une mise en musique de Florent Marchais. Je vous le conseille, c'est absolument magnifique. Un peu comme la lecture de ce passage qui témoigne de votre capacité à saisir, c'est peut-être impensif de dire ça, mais l'esprit du temps, à décrire une époque. Comment est-ce que vous réussissez à décrire aussi bien les années 90 et surtout le passage, l'évolution, puisque le récit étant construit avec des ellipses, on commence en 92 et on termine en 98, et donc il y a quand même une restitution de sensations de cette époque que j'ai pas vécue, d'accord. Ça va, pas de quoi se vanter. Alors comment vous travaillez sur cette restitution de l'esprit d'une époque ? Déjà, il y a une part de ce texte-là, si je ne l'avais pas écrit, j'aurais pas pensé ça de ce moment-là. C'est parce que j'écris que je ne suis pas un intellectuel, je veux dire par là, je ne pense pas, puis j'écrirai ce que je pense. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est le mouvement de l'écriture qui me permet de... moi, c'est parce que j'écris que je sais ce que je pense. Les mots, les phrases sont des outils d'investigation. Et donc, parfois, ça sort comme ça, et je me dis, bah oui, tiens, c'est ça. Donc, bon... C'est ce que je ne maîtrise pas. Ensuite, il y a ce que je maîtrise, c'est-à-dire que quand même, je m'étais documenté, j'avais des playlists, j'avais lu des bouquins, il y a aussi le petit travail touche à touche qu'on fait tout au long d'un livre, où en fait on met plein de micro-détails qui ressuscitent une époque. Et il faut bien doser ça, parce que sinon le bouquin croule sous les détails et c'est chiant, ça devient une reconstitution un peu pompière et pesante, mais les t-shirts, la musique, les habitudes alimentaires, le programme télé, une compétition sportive, et ça se fait assez naturellement en fait. C'est des choses qui me reviennent où à un moment je dis, si là je mets une petite notation comme ça, ça va insuffler de la vie et un peu de réalité dans le texte. Voilà, c'est comme ça. Vous savez travailler par petites touches. Et vous publiez pas par petites touches, enfin vous postez, notamment sur les réseaux sociaux, on peut vous lire, on peut lire parfois c'est une phrase, parfois c'est un texte beaucoup plus long, et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la grande école, puisqu'il est sorti hier. On sent que c'est un texte qui a suivi exactement le processus que vous décrivez, c'est-à-dire vous avez écrit par petites touches des observations quotidiennes, que j'imagine être des expériences vécues, vis-à-vis d'un enfant, et vous avez construit un album jeunesse. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est ça. Enfin, le point de départ, c'est quand même le texte qui clôt le livre. C'est-à-dire ça, c'est un texte que j'avais écrit et qu'un éditeur a vu passer, et il s'est dit que ça pouvait faire
sur la rentrée des classes, en fait, ce moment où j'ai amené mon petit garçon un lundi matin au CP. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont vécu ça, et ils s'en souviennent sûrement, c'est un moment de bascule assez fort, où on le voit là partir avec son gros sac à dos et ses oreilles décollées. Il y a un monde qui s'achève. Et tant mieux, parce qu'il faut qu'il soit autonome. Mais quand même, c'est ça, sur le passage du temps, c'est une bascule très forte. Donc, essayez de fixer ça. Moi, j'ai été traversé par des affects très très forts ce matin-là. Je ne peux pas faire autrement que de produire du texte. Puis après, on se dit qu'on va faire un album. C'est pour moi l'occasion de travailler avec Pierre-Henri Gaumont, qui est un dessinateur de bande dessinée génial. Et on était en train de devenir amis parce qu'on se connaissait un petit peu, on s'était croisés ici et là. Et j'avais vachement envie de bosser avec lui. Et lui aussi, il a un gamin du même âge que le mien, 7 ans et demi. Et peu à peu, dans ses dessins et puis les petits textes que moi j'écrivais, on s'est dit, on est en train de fixer un truc. Qu'est-ce que c'est qu'un petit garçon? Cette créature qui a des problèmes d'hygiène et d'attention, et qui en même temps est tellement poétique et parfois sort des trucs, on dirait que c'est des haïkus, quoi. Ça vous casse le crâne tellement c'est... vous savez, les coups de bâton du maître zen que vous prenez, et c'est l'illumination. Essayez de rendre tout ça, lui, avec son dessin, c'est-à-dire les membres comme des bouts de bois, les gestes débiles, la grosse tête, le petit corps, tout ça. Fixer ce moment-là qui va disparaître, qui est extrêmement précieux, qui nous émeut quand on le voit, qu'on est en train de vivre, qu'on vit déjà un peu au futur antérieur, en se disant ça aura été. Et puis moi, par des petites notules, ces fulgurances enfantines que j'avais notées ou dont je me souvenais, les fixer là, mais ça on se le dit tous, on devrait le noter. Ou au moment où vous voyez un enfant dire ça, vous dites « Ah, ça va passer, c'est dommage ». Cet âge de l'innocence et du vice, parce qu'ils savent qu'ils sont quand même... les enfants, c'est compliqué, hein. Un petit garçon, c'est pas un ange, quoi. Et on a essayé de fixer ça de la manière la plus simple possible. Voilà. De faire un... C'est un mauvais mot, mais... un tombeau à tous les petits garçons du monde, c'est-à-dire ceux qu'on a été, ceux qui seront, c'est-à-dire que là, ou un mausolée, si vous voulez, là c'est préservé. Nous on a essayé de fixer un truc. Alors quand même, quand Louis, dans sa présentation, évoquait ce livre pour papa divorcé, en étant sarcastique évidemment, mais il y a quand même un travail sur le ton que vous avez dû poser un certain nombre de questions sur la réception du livre par les enfants, puisqu'évidemment un album est avant tout destiné à un public enfant. Alors comment est-ce que vous avez travaillé pour que ça les touche autant que ça touche leurs parents, ou alors en tout cas en même temps? Honnêtement, on s'est moins posé la question des enfants que de ça, de fixer quelque chose de notre amour pour nos petits garçons, en fait. Et du coup, c'était forcément un peu un album pour les adultes, en réalité. C'est-à-dire, moi j'en lis beaucoup les albums à mon fils, et ça existe des albums comme ça, qui sont des albums jeunesse, mais en fait, qui s'adressent aux parents. Donc on savait qu'on était en train de faire un truc comme ça, et on s'est dit, il faut quand même que ce soit quelque chose de chouette pour les enfants, et je pense qu'eux sont sensibles au côté rigolo, quoi, de l'affaire, à l'humour qu'il y a dedans et à ces choses-là. Il y a plein de fantaisie, de facéties, et puis c'est un objet qui est beau, quoi. Donc on était quand même en mission par rapport à... Enfin, je veux dire, on était content que ça plaise aux enfants, mais on le souhaitait très très fort, mais c'était pas l'objet principal. Alors c'est une autre manière que vous avez trouvé pour, pas vous exprimer, mais pour publier. Attends, juste un truc, parce que dans toute cette interview, et c'est des questions super intéressantes, mais vous m'avez beaucoup demandé de poser des questions de méthode, c'est-à-dire comment vous faites, comment vous construisez un texte, comment vous produisez ce rapport au temps, comment vous faites vos personnages. Et en fait, dans l'atelier de l'auteur, tout ça se passe beaucoup par expérience, tâtonnement, repentir, tentative, échec, etc. Et je me rends compte que je n'ai pas de discours très articulé sur les processus créatifs, parce que comment vous faites, je fais. Puis tant que ça sonne pas juste, je refais.
Voilà. C'est en faisant ce que je fais que je sais ce que je cherche. Exactement. C'est de vous? Non, c'est Pierre Soulages qui a dit ça. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est l'action qui permet d'obtenir le résultat souhaité. On pourra vous la donner pour un post Instagram. Non, mais là où je voulais en venir, c'est pas une question de méthode, c'est plutôt que vous publiez votre premier livre jeunesse, toujours chez Actes Sud, et entre ces deux longs récits, chez Actes Sud déjà, et celui-là, il y a Rose Royale, dont on a un petit peu moins parlé ce soir, mais qui mérite aussi toute notre attention, que vous publiez chez un autre éditeur, qui s'inscrit, je crois, dans une collection. Est-ce que vous pouvez nous dire, à part Gina Rollins, d'où vient ce livre ? D'un déjeuner trop arrosé. Ça s'est fait comme ça. J'étais dans un salon à Lamballe et j'étais avec le directeur de collection qui est un auteur qui s'appelle Marc Villard, un auteur de littérature noire et qui lui a surtout écrit des nouvelles. Et on mangeait des moules frites et on buvait fort ce vin blanc. Et il me dit, t'aurais pas un texte dans un tiroir pour ma collection? Et j'ai bêtement dit oui, donc après il a fallu le faire, quoi. C'est parce que c'était embêtant, je faisais un petit dans le dos d'Actes Sud et tout ça. Et c'est né d'une commande. Alors ça c'est intéressant, la commande, parce que souvent on se fait des idées un peu fausses de ce que c'est que la littérature ou la création. On imagine ça comme des espaces de liberté illimitée. En réalité pas du tout. Vous voyez bien, un film il fait 1h30, il fait jamais 6 heures, quoi. Il y a des bornes, il y a des cadres, et c'est dans un périmètre restreint que s'exerce cette liberté. Et là, on m'avait dit, il faut 80 000 signes, il faut que ce soit une nouvelle noire, il faut que ce soit prêt pour telle date, et ce sera telle collection. Voilà. Et là-dedans, j'ai eu l'idée de Rose Royale, donc qui venait de ce photogramme, mais qui reprenait aussi à nouveau frais certains personnages, la mère d'Anthony, en fait. La mère d'Anthony, à la fin du roman, elle est enfin débarrassée de son mec, et c'est une femme qui découvre son autonomie, ces âges de bascule un peu tardifs qui m'intéressaient, moi, entre 40 ou 50 ans. Rose, elle est l'héritière d'Hélène, et elle présageait ce qui se passe peut-être dans ce que j'écris en ce moment, quoi, qui est aussi un travail sur ces motifs-là, de femmes qui à un moment se disent en fait la vie que j'ai eue ne me convient pas, il faut que ça change. Alors il y a une thématique actuelle aussi dans le livre dont on ne parlera pas ce soir. Parce que ça spoilerait le bouquin. Voilà, parce que ça raconterait un petit peu ce qui se déroule. Un livre qui est construit, qu'on lit un peu d'une traite, un peu comme ce revolver là, qui tire. Enfin, il y a un revolver. Elle a un revolver, c'est dès le début, ça. Vous savez qu'elle a un revolver. Je vais rien vous dévoiler. On a commencé un petit peu la discussion en parlant de la réception de vos livres, de qui vous lit, comment on vous lit, où on vous lit, etc. Est-ce que j'ai lu quelque part que vous aviez envie de rester un Goncourt sympa? Oui, non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Non, je n'ai pas spécialement envie d'être un Goncourt sympa. Simplement, j'ai pas envie d'aller à la castagne sur des plateaux de télé. Je l'ai pas entendu comme ça. Je l'entendais plutôt comme l'idée que pour vous le Goncourt c'est surtout un moyen de toucher beaucoup plus de monde. Non, enfin, c'est un autre truc. Enfin, je pense que quand on a écrit ça, un Goncourt sympa, c'est dire un mec qui veut pas se fâcher avec qui que ce soit. Et c'est un peu vrai. Je suis un mec angoissé, j'aime pas me fâcher, j'aime plutôt qu'on m'aime. Bon, faire avec. Après, le Goncourt, ça a donné une énorme puissance de propagation au roman, mais qui est liée au prix. Moi, je ne retrouverai jamais ces tirages-là. C'est pas mon livre qui a été vendu à 400 000, c'est le Goncourt. Moi, ça va, il faut être conscient de ça. Donc, non, je ne suis pas dans un truc... j'espère pouvoir toucher beaucoup de lecteurs, évidemment, mais l'idée d'être sympa, c'est pas d'être lisse pour fâcher personne, quoi. Je répète à longueur de temps que je suis de gauche, donc déjà ça pourrait froisser tous les gens de droite, et ils sont nombreux. Il y en a peut-être même dans cette salle, on ne sait pas. Non, restez assis. Enfin voilà, donc je cherche pas spécialement à être lisse ou à faire l'épicier du type le lecteur a toujours raison. Non, je crois pas. Voilà.
travaillez quand même. Enfin, moi, je suis assez admiratif du travail que vous faites auprès du lectorat. Et juste avant d'arriver, vous nous disiez que vous aviez visité des classes de lycéens et cette transmission. Alors, en cinéma, on a ce qu'on appelle l'éducation à l'image, qui est, enfin, je veux dire, institutionnalisée. Vous faites, je sais pas, est-ce que c'est de l'éducation à à la lecture ou à l'écriture? Ouais, quand même là-dessus, faut rester un peu modeste. C'est-à-dire que ça fait partie du job aussi. C'est-à-dire qu'on le fait, on est rémunéré pour ça. Vous voyez, on va dans des classes, on voit des gens, on va dans des médiathèques et à la fin, on nous paye pour ça. C'est le boulot des auteurs. Et après, c'est bien de le dire tout de suite plutôt que de partir dans un grand truc sur sauvons le monde grâce à la culture. Mais moi, j'ai été un gamin qui a été quand même sauvé par des livres et des profs. J'ai des souvenirs de moments où ça s'est allumé dans ma tête, dans des classes. Et je me dis toujours, quand on y va, que ça peut allumer des mèches, quoi. Et qui changeront des vies, possiblement. Alors, ça ou un livre qui sera lu parce qu'une curiosité se sera éveillée, etc. Et que ça compte. Et j'aime bien aller dans des classes pour ça. Mais je veux pas me faire passer pour un héros, quoi. C'est vraiment pas ça. Pourtant, ce n'est pas cette lumière que l'on a à l'école, ce n'est pas quelque chose que vous mettez beaucoup en avant chez vos personnages. Si, Steph, Vanessa et pardon. Steph. Oui, notamment Steph quand elle monte à Paris, qu'elle raconte les déboires qu'elle a connus là-bas. Ça m'a fait penser aux quelques éléments biographiques que j'avais sur vous. Oui, et c'était des motifs qui vont être encore, je pense, plus présents dans le prochain bouquin. Ça, qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Qu'est-ce que c'est la réussite scolaire? Comment d'un coup on se dit mais en fait, je viens de comprendre les règles du jeu. Ces choses-là, ça me passionne, effectivement. Oui, moi, il y a eu des moments, des profs d'ailleurs que j'ai revus depuis. J'étais il y a 2 ou 3 semaines dans une classe de première avec ma prof, moi quand j'étais en première, et qui m'a fait découvrir des livres qui sont restés aujourd'hui mes livres préférés, quoi. À 17 ans, elle m'a dit surtout Nicolas, dans votre état, j'étais déjà très malheureux, ne lisez pas Voyager au bout de la nuit. Je me suis précipité et j'ai commencé à le lire fébrilement. Enfin voilà, il y a eu des rencontres et enfin, moi je suis très critique sur l'école, qui dans son fonctionnement quand même un outil de tri, du bon grain et de l'ivraie, qu'on le veuille ou non, et puis qui fait passer dans les corps et dans les têtes des formes de discipline qui nous rendent disponibles à la machine sociale, de fait. Mais il y a aussi des révélations, des rencontres, des profs, les livres, etc. Ça se passe là aussi. Vous parlez de sociologie. Bourdieu parle de la fabrique d'une noblesse à travers l'école. Est-ce que ça fait partie des auteurs qui justement vous ont aidé à déconstruire, pour revenir à la discussion de début? Oui, carrément. Oui, à 20 ans, c'est des textes. Je crois que j'en ai pas terminé beaucoup de ces énormes bouquins, mais ça m'a donné l'outillage pour plus être dupe, pour déconstruire peut-être certaines dominations dont j'étais l'objet, et aussi pour me guérir de certaines hontes que je portais en moi. Des hontes sociales, parce que je me sentais toujours un peu plouc. Enfin voilà, aujourd'hui, si je peux dire que j'aime Johnny Hallyday à Saint-Germain, je m'en fous, quoi. Au contraire, vous passerez pour le mec un peu... Ça, je sais pas, mais vous voyez, il y a des choses dont on peut plus me faire honte avec ça. Voilà. Après, on n'en sort jamais de ces trucs-là. C'est-à-dire que là, j'ai reçu une onction et de symbolique énorme, et je suis vachement légitimé par ce prix. Et pourtant, il y a des hontes qui demeurent et qui sont réactivées de manière parfois surprenante. Et j'ai fait des tournées à l'étranger et je parle pas très bien anglais, parce que chez moi, personne parlait anglais, que j'ai pas fait tellement de voyages à l'étranger, etc. Et tout de suite, je me sens un peu diminué, quoi. Ça produit encore des complexes. Je pense que les complexes qu'on a eus dans son enfance ou son adolescence, il demeure toujours des parts actives. Alors, on arrive au bout de cet entretien et je pense qu'il y a probablement des questions dans la salle. Donc avant de faire passer le micro,
Je voulais vous remercier, grand merci, Nicolas Mathieu, pardon, je vous remercie quand vous buvez. Merci beaucoup, et à bientôt, j'espère. Merci à vous Je quitte la scène pour cette lecture très attentive. On vous laisse seul entre leurs mains, nous on va leur faire passer les micros. Est-ce que dans cette salle, il y a des questions, sachant que je crois qu'on a un micro dans une autre salle, et si une salle n'a pas de micro, vous êtes autorisé à vous déplacer jusqu'à nous pour venir poser votre question. Oui. Alors, pour ma part, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt une remarque qui est liée à la rencontre de ce soir et à la rencontre d'hier soir de Nicolas Mathieu à Station Ozone avec des étudiants de Sciences Po. Et au lien entre ces ouvrages, la question de l'adolescence et du roman d'apprentissage et de l'apprentissage d'une manière générale, de la culture aussi, d'un certain ressenti dont je me sens parfois personnellement assez proche sur, on va dire, une idée un peu sombre de l'état d'acculturation de notre jeunesse, et d'être agréablement surpris de la qualité de la médiation de jeunes hommes qui sont ici ce soir, de la qualité de la médiation qu'il y a eu hier soir avec les étudiants de Sciences Po, qui étaient un peu plus jeunes qu'eux, je pense, et de me dire qu'il y a encore un peu d'espoir dans l'intelligence et la culture de notre belle jeunesse. Et je pense que... Voilà. Je voulais donc les remercier pour le travail qu'ils avaient effectué.